Nous vous retrouvons après pratiquement 2 mois. Nous avons séché le plateau pour les raisons que vous connaissez. Nous étions dans une aventure électorale qui a très bien marché parce que nous avons beaucoup appris. Nous avons appris à sortir des plateaux et des studios pour affronter le peuple sur le terrain, appréhender les problèmes qui se posent à notre peuple. Nous l'avons écouté. Bravo à nous et bravo à vous d'avoir été des nôtres. Nous retrouvons ce plateau surtout à ce stade très crucial de l'histoire de notre pays après la présidentielle et les législatives, avec leurs performances et leurs faiblesses. Oui, la présidentielle qui a démontré qu'un homme est aimé de son peuple, 73,40, à ce que je sache, 47%, donc 73,47%. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les enjeux sont d'État et plusieurs chefs d'État et de gouvernement, plusieurs délégations à Kinshasa pour l'investiture. 2e mandat, à ce que je sache, le second. Mais le pays, son pays, la République démocratique du Congo est confronté justement à plusieurs enjeux mondiaux. Le monde est en mutation. Non seulement la mutation énergétique, mais aussi politique et économique. Nous sommes en train de basculer dans un nouvel ordre mondial. Mais Lumumba et Kabila ont été assassinés. Ils avaient pour idéal le Congo. Non à la balkanisation, n'est pas trahir le Congo. On en parle dans ce numéro avec 2 invités. Freddy Mulumba Kabwayi. Bravo, il vient de mouiller le maillot à Lukunga, mais les choses n'ont pas marché comme il le voulait, comme on le voulait tous, mais il continue son combat. Il est écrivain, politologue, journaliste, c'est un patriote. Freddy, je vous retrouve. Bonjour. Salut Fabien. Professeur Kabongo Malou Emmanuel, enseignant à l'université pédagogique nationale, il enseigne le journalisme, il enseigne également la philosophie. C'est un égyptologue, écrivain, il a plusieurs casquettes. Alors, professeur, bonjour, meilleurs vœux. Bonjour, cher ami. Voilà, c'est les grands que je retrouve. On ouvre ce n'est pas un débat contradictoire, c'est un partage républicain. Freddy Mulumba, Kabila fut assassiné, Lumumba fut assassiné avant lui. Est-ce que cette classe politique et la classe des instruits dans d'autres domaines continue? Vous avez l'impression que cette classe continue le combat de ces 2 hommes? Oui, je pense qu'il faut poser des problèmes en termes d'analyse historique. D'abord, pourquoi Lumumba et Kabila ont été tués, assassinés? En fait, depuis la création de l'État indépendant du Congo, depuis la création de notre pays, on a décidé par les globalistes, les hommes d'affaires qui étaient à Berlin en 1885, qu'il n'y ait pas une élite qui émerge, qui peut gérer cet État. Par contre, ils ont décidé d'avoir des gérants à la tête de l'État congolais. Donc, tout celui qui entre, qui devient président, qui passe à être chef d'État, qui dit non au parrain qui était à Berlin en 1885, il est assassiné. C'est ainsi que Kabila est assassiné. Lumumba aussi. Vous avez le Kimbangu et les qui peuvent éviter les autres. Mais concernant Lumumba et Kabila, je pense qu'il y a une certaine coïncidence. Kabila est mort le 16, Lumumba est assassiné le 17. Toujours en janvier. Pourquoi? C'est parce que c'est une période de transition politique en Amérique. Donc, il y a un président qui entre, qui est élu, il entre à la Maison Blanche. Les 20, celui qui sort doit
passer, je pense, je ne connais pas très bien la date, il doit passer presque 1 mois pour préparer la transition avec le nouveau président. Donc, avant que le nouveau président entre, il faut que l'ancien président liquide ses dossiers noirs. Et c'est pendant cette période de transition en Amérique qu'on a assassiné Kabila, on a assassiné Lumumba. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas assassiner les chefs d'État congolais sans l'avis de la CIA. Et derrière les assassinats, c'est la CIA qui porte un peu la responsabilité. Donc la CIA a des sous-traitants et oui. En Afrique et au Congo. Au Congo, surtout au Congo, parce que nous sommes le seul pays où on a perdu beaucoup d'élites, beaucoup de responsables politiques en fonction. Lumumba était Premier ministre, il a été assassiné comme Premier ministre. Mouzé Kabila, il a été assassiné comme président de la République. Donc nous sommes un cas spécial. Mais pourquoi ils le font? Les pays sont tellement trop riches. On ne peut pas laisser ces richesses aux Congolais, aux élites congolaises. Mais les drames dans tout ça, c'est quoi? Nous-mêmes ne sommes pas conscients. L'élite congolaise... Vous en venez à ma question. Avec une élite des mercenaires, une élite des jouissances, avec des ventriotes, les gens qui ont la culture de la cueillette. Lona Lelo, Bouka Lelo, Olia Lelo. Et si il n'est pas, c'est-à-dire si ça ne marche pas pour lui, il faut brûler la case. Donc quand je parle qu'il n'y a pas d'élite, c'est dans le sens que d'abord, la plupart des gens, notre école, donc les élites ne viennent pas de la rue. Il y a l'école occidentale qu'on a mise en place depuis 1885 par la colonisation. Ces élites sont formées pour servir les intérêts étrangers et non pour servir le peuple. Jusqu'aujourd'hui, on n'est pas encore conscient de savoir que nous avons un pays trop riche, très puissant. Il faut s'assumer en tant qu'élite. Même s'il y a des menaces à l'extérieur, il faut s'organiser pour éviter qu'on assassine nos élites. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons protéger ces élites. Pas l'extérieur. Mais comme on vit dans une confusion, ils ne sont pas conscients qu'il y a des menaces à tout moment. Je pense qu'avec le cas du président Tshisekedi, le fait qu'il a dit non, je pense que ce n'était pas facile pour lui. Donc il faut déjà se mettre en tête. Comme nous sommes un pays trop riche, nous devons nous préparer à protéger nos élites et à nous battre. La liberté a un prix. Jamais on va nous laisser tranquilles. Parce que si vous avez des petits pays comme le Rwanda, l'Ouganda et les autres, on peut les instrumentaliser pour venir nous piller et nous voler. Donc c'est aux Congolais, aux élites congolaises, de réfléchir, de penser et d'avoir des éléments importants qui nous manquent. Vous voyez, nous avons un pays trop riche. On a ce que je peux appeler quelques éléments de puissance. Nous avons les richesses naturelles, les ressources naturelles. Nous avons la géographie, la place qu'on a au cœur de l'Afrique. Nous avons la population. Ce sont 3 éléments qui donnent à un pays ou bien à un État la puissance. Mais il y a des autres importants qui concernent l'élite. C'est la volonté de puissance et avoir les ambitions de grandeur. Donc ces 2 éléments manquent beaucoup à notre élite. Voilà pourquoi nous sommes un très grand pays, mais la plupart des gens qui sont au pouvoir ne sont pas à la hauteur. Que faire? Il faut une révolution culturelle. Et voilà. Merci Freddy Mulumba. Vous avez en quelque sorte effleuré déjà ce que la consoeur Colette Braeckman en Belgique a dit à la une du journal Le Soir, le journal belge, en titrant « Après les élections, le Congo se retrouve cerné par la guerre ». Colette Braeckman, qui n'est pas simple journaliste ni écrivaine, qui a d'autres casquettes aussi. Suivez mon regard, professeur Kabongo Malou, Emmanuel. L'élite, je parle des instruits congolais, je préfère parler des instruits. Est-ce que, quand vous les observez, est-ce que les idées forces de Lumumba
non à la balkanisation. Laurent Désiré Kabila n'est pas trahir le Congo. Nous, ne jamais trahir le Congo. Est-ce que ça guide les recherches, ça guide le vécu, le comportement de ces instruits? Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord, à la suite de Freddy, dire que le Congo tel qu'il est là, c'est un patchwork. C'est-à-dire que les gens qui étaient à la conférence de Berlin ont découpé, ont fait une histoire qu'ils voudraient, qui est considérée comme une simple réserve de matières premières des eaux et forêts pour les grandes puissances. Ce n'était pas conçu comme un pays qu'on donnait à un peuple, à une population pour dire non, voilà. Non, c'est pour cela qu'ils ont mis beaucoup d'ethnies ensemble, tout ça. Mais tous les pays sont constitués comme ça. Mais le malheur chez nous est que ces gens voulaient s'assurer que ça resterait toujours les réserves de matières premières des eaux et forêts. Et pour cela, ils ont, comment dire, décapité toute tentative de naissance d'un patriotisme au Congo. C'est-à-dire, ils ont décapité ce qu'on peut appeler la réappropriation de notre espace vital par le peuple congolais. Par cette appropriation-là, qu'on appelle patriotisme, ou bien que vous pouvez appeler nationalisme, n'est pas une donnée, c'est un construit. Et il est construit par des grands leaders. Et les grands leaders comme de Lumumba, quand les Américains ont senti que non, celui-là, c'est quelqu'un qui est venu pour faire une appropriation de cet espace vital, pour en faire un espace de Congolais, non, on ne l'accepte pas. Parce que les gens oublient qu'à la conférence de Berlin, les Américains étaient là. Même si leurs noms n'apparaissent pas, mais c'est eux, les premiers, qui ont félicité Léopold II quand il a été nommé propriétaire de cet espace-là. Et d'ailleurs... Et la première puissance à avoir reconnu l'État indépendant du Congo, c'est le Sénat américain. C'est ça. Voilà, c'est le Sénat américain qui a reconnu, parce que pour eux, Léopold II, c'est un bonhomme, ils le connaissent très bien. On sait que c'est un type d'une grande capacité de nuisance. Est-ce que ce n'était pas un sous-traitant, professeur Kabongo? Léopold II, ce n'était pas seulement un sous-traitant avec une étiquette sur la marchandise, alors que les propriétaires en fait, du Congo, les grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire les grandes puissances de l'époque, c'est pas seulement les Américains, mais c'est l'Angleterre, la France, l'Allemagne, ils refusent, ils se disent, se bloquent toutes, et disent, aucune de ces grandes puissances ne peut prendre le Congo. Sinon, nous allons perdre. Alors, elles se bloquent. Elles disent, elles se neutralisent, comme on dit. Elles disent, mais nous pouvons mettre qui? Celui qui ne pourra pas les importuner, qui ne pourra pas avoir de prétentions. On choisit Léopold II. Pourquoi? Parce que les Belges n'ont pas il n'y a pas de nationalisme belge. Ils n'ont jamais voulu construire, en Belgique, ils n'ont jamais voulu construire une nation. Quand tu arrives en Belgique, tu trouves des petits coins de germaniques, des petits coins de francophones, des petits coins de ceci, des flamands et tout ça. Ils n'ont jamais voulu construire une nation. Et eux le savaient. Et c'est ainsi qu'ils ont divisé jusqu'à la moelle épinière. Quand vous êtes à Zaventem, vous sentez que... Donc, il a été pris, mais on savait que les Belges n'ayant pas un nationalisme, ou n'ayant pas de grands intellectuels, étaient capables de commettre des pires meurtres parce qu'ils n'avaient pas de cette conscience-là. Et ça, les gens l'oublient. Donc c'était stratégique. Mais oui, le choix de Léopold n'a pas été fait, le Congo belge par des enfants plutôt de cœur. L'État indépendant du Congo à Léopold II. On a confié l'État indépendant du Congo à un monsieur dont on connaissait la capacité de nuisance, mais dont on connaissait aussi son incapacité à vouloir construire une nation au Congo. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'a jamais construit une nation en Belgique. Il ne pourrait pas la construire ici. Donc, mais on savait qu'il était capable, pour les intérêts matériels, d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire une violence incroyable, parce que la Belgique, n'ayant pas de grandes élites, de grands intellectuels, personne ne sera pour dénoncer. Et vous verrez que pendant toute l'histoire de la colonisation, ce sont des étrangers qui viennent, des Américains, des Norvégiens, qui dénoncent, qui écrivent des livres, mais pas eux. Donc, c'était stratégique de donner ça à Léopold II. Donc, je voudrais aussi dire que, avec un tel passé, on aurait pu, si on avait gardé Lumumba, comme le disait le président Tshisekedi, quel aurait été notre destin
si Lumumba n'avait pas été assassiné. Si on avait gardé le Lumumba, on aurait pu construire très rapidement, parce qu'ils connaissaient cette histoire-là, construire ce qu'on appelle une grande identité comme capacité de nous protéger contre les avatars de tous ces criminels. Et en tuant Lumumba, nous avons perdu de construire une grande identité. Parce que quand on a tué Lumumba, qu'est-ce qu'on a fait? Je disais, Freddy, tout à l'heure, il n'y avait pas de sous-traitants pour tuer Lumumba. C'est ici même que le chef de la station d'Aveline lui-même, c'est ici que le directeur, l'ambassadeur Timberlake, qui donne son avion, c'est son avion qui a poursuivi Lumumba jusque là-bas. Il est bon pour aller le prendre. C'est d'Aveline lui-même qui est allé voir Kassabou pour dire non, maintenant qu'on a maîtrisé Lumumba, il faut nommer Mobutu, n'est-ce pas, général, comme ça, tout ça. Donc, ils ont exécuté un projet qui avait pour mission de décapiter jusqu'au niveau de 50-100 ans un nationalisme congolais. Parce que quand Lumumba est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Ce sont les nationalistes qui sont poursuivis partout. Poursuivis au Katanga, poursuivis à Kisangani, tués, assassinés partout. Donc, on croit que ce ne sont pas des hasards. Aucun pays au monde n'a jamais subi une telle décapitation. Professeur Kabongo, pourquoi, lorsque nous parlons justement nous rendons hommage à Lumumba, et on oublie tous ces nationalistes qui ont été torturés, tués dans le Kasaï, à Stanleyville actuellement. On n'oublie pas. Chopo et voilà. C'est ça, l'histoire congolaise est encore méconnue. Nous disons merci à Tshisekedi, Fachi, qui a ramené les corps de Lumumba ici, qui a ramené les reliques de Lumumba ici, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire, un pays comme le nôtre, dont les origines sont placées dans ces cadres-là, on dit ici, là, nous n'allons pas tolérer des gens qui viennent avec une direction patriotique, avec une direction, je ne sais pas moi, nationaliste. Et les gens là, ça fait partie d'une constante de la politique américaine jusqu'à ces jours. Alors, quand ils assassinent Lumumba, ils poursuivent tout ce monde. Et on nous met à la tête qui? Mobutu. Alors que les Congolais avaient connu un colonialisme, une colonisation, la bestiale colonisation que nous avons connue avec les Belges, on nous met encore un homme cruel. Mobutu, il était mis par les Américains pour décapiter non seulement le patriotisme et le nationalisme, mais aussi pour faire régresser notre peuple. Est-ce que c'était préparé l'avènement de Mobutu à la tête du Congo indépendant? Fabien, préparé. Mobutu, ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue. Il y avait des gens qui les suivaient depuis toujours, quand il quitte l'armée. Parce que, pourquoi est-ce qu'on a pris quelqu'un qui était dans l'armée belge? L'armée coloniale belge est peut-être, comme disait un général belge, c'est la plus grande œuvre de Léopold. Pourquoi? C'est là l'espace même du mépris du Congolais. Si vous prenez un livre sur l'armée congolaise, si vous prenez ce qu'on leur disait sur le peuple, on dit civil Mutupamba, civil Nyama, civil T, et puis on dit soldats Zarakana, moi c'est Makam. Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez comme viol aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de Léopold II. Qu'est-ce qui s'est passé sur Léopold II? Si ton mari, si M. Fabien est appelé pour les travaux forcés, on lui dit, tu dois amener chaque jour 1 kilo de caoutchouc. N'est-ce pas? C'est ça les travaux forcés. On t'assigne un quota. Et toi, tu vas dans la forêt, tu cherches. Tu sais comment on récolte les caoutchoucs, mon frère? On devait faire des films, on montrer à nos enfants. C'est des lianes, tu dois couper, et essayer de recueillir un peu de jus. Ça peut te prendre pour 1 kilo, tu peux faire même 1 mois. C'était moi dans la forêt, c'est-à-dire tu es piqué, tu n'as pas de femme, tu n'as rien. Et les gens mouraient comme des... Alors, je voulais dire ceci, que le choix de Mobutu, quelqu'un qui vient de l'armée coloniale, où il avait fait 7 ans, et est un choix judicieux, parce que l'armée coloniale portait en elle-même ce qu'on appelle le mépris. C'est-à-dire, elle n'avait aucune conscience humaine. Les gens là étaient habitués à tirer sur... Vous savez que dans l'armée coloniale, on s'amusait, on te donne une balle,
si tu amènes les doigts d'un Congolais, tu peux justifier là-bas. Alors, qu'est-ce que cette armée-là, c'est comme l'armée d'aujourd'hui. C'est-à-dire beaucoup d'étrangers, beaucoup de Sénégalais, des Somaliens, beaucoup d'Éthiopiens, beaucoup de gens étrangers. Nous n'avons jamais eu une véritable armée congolaise. Il y a beaucoup d'étrangers. Et aujourd'hui, tout ce que nous souffrons ici, avec le M23, malgré la montée en puissance de l'armée congolaise, les étrangers sont trop nombreux. Ils donnent tous les plans à l'extérieur et nous ne saurons jamais gagner la guerre pour ça. Donc, l'histoire au Congo se répète. Nous ne saurons jamais. Ça, on dirait une fatalité, là. C'est pas. Je l'ai dit avec beaucoup de peine. Parce que nous ne pouvons pas faire la guerre contre le Rwanda en gardant tous les Rwandais dans des postes de commandement. Ce n'est pas possible. C'est quelle frilosité. Et nous sommes dans un pays où nous avons une guerre devant la porte. Nous n'avons même pas des gens, nous ne voyons pas un ministre qui s'occupe d'informer la population, qui crée comment dire, cette volonté d'ensemble pour dire, nous avons une guerre, nous allons nous battre. Donc c'est tout ça. Quand aujourd'hui nous parlons de Lumumba, nous parlons de M. Laurent Désiré Kabila, à qui les impérialistes n'ont même pas donné, Lumumba a été tué en 3 mois. Musée, à peine se mettait-il debout une année ou 2 ou 3 et puis assassiné. Voilà. Donc, et puis nous laissons tout ça. La frontière avec le Rwanda ouverte, opérationnelle, alors que le Burundi venait de fermer sa frontière avec le Rwanda. C'est-à-dire, nous avons des ministres de communication, nous avons des ministres de la jeunesse, nous avons des ministres comme ça, mais qui ne disent rien. Nous devons passer tout notre temps. Merci. Aller dire au peuple que ce qui se passe là, ce n'est pas une guerre classique, ce n'est pas une guerre normale. C'est une guerre de domination criminelle. C'est-à-dire des gens qui sont assis chez eux, qui disent que vous, les Congolais, vous ne valez rien. Vous ne méritez pas ni cette terre, vous ne méritez ni ces eaux, ni ces fleuves. C'est pour cela qu'il faut que... Quand on dit éduquer un peuple, c'est d'abord communiquer avec lui. Et voilà, c'est lui parler. C'est ce que nous sommes en train de faire également, professeur. Peut-être que nous en parlons, mais nous parlons à la télévision. Nous devons aller dans chaque école, dans chaque université. Je me rappelle que les dernières conférences que nous avons faites sur la guerre à l'Est, c'est avec Moulomba ici, Feu Bioya. Chaque fois que je m'en rappelle, je tombe malade. Mais ça fait des millions d'années. On n'a plus fait ça. Donc, j'ai l'impression que il y a une sorte de frilosité qui démontre que nous n'avons pas encore atteint les niveaux de gérer ces pays. Voilà. Vous avez raison, Mobutu a été préparé stratégiquement pour l'assassinat de Lumumba, c'était préparé parce que l'histoire renseigne, qui n'est pas beaucoup racontée, qu'une dame, une Belge, à Pollard, actuellement, c'est la Bras-Congo, non? À Pollard, était là, avait déjà ciblé Mobutu comme son ami, et pour autre chose qu'on ne peut pas dire ici. Oui. Et en même temps, là, Mobutu est journaliste. En même temps, il est l'ami de Lumumba à Pollard, où Lumumba travaillait. Et je peux vous dire encore quelque chose. Est allé en Belgique, a reçu Lumumba, et dans la maison se trouvait également le journaliste en stage en Belgique. C'est Mobutu. C'est ça. Et on lui colle Mobutu à la peau pour dire Nokonayo, Ye Oyo, qu'il soit votre secrétaire. Donc, les choses étaient préparées bien avant. Quand vous arrivez au Pentagone, il y a des documents, c'est-à-dire il y a 24 PV qui ont été signés par des Congolais. Les Américains ont posé des questions aux dirigeants congolais, les Bomboko, les autres. On dit, le monde doit mourir. Pourquoi? Parce que comment vous justifiez ça? Il y a 24 PV. Au Pentagone. Au Pentagone. C'est le professeur Omasombo qui remplaçait le Belge lors de l'enquête du Sénat belge. Il est allé aux États-Unis. Moi, j'ai causé avec lui. Il m'a dit, Emmanuel, on nous a présenté. C'est-à-dire, vous entrez dans ces bureaux-là, sans bic, sans papier, sans ceinture. Et vous ne touchez même pas les feuilles, ça passe comme ça, vous lisez. Il dit, tout ce que moi je peux te dire, Kabongo, est qu'il y avait 24 PV. Et moi, je lui ai posé la question, mais ces 24 PV-là, ça signifie que les membres, le groupe de Mbinza, il n'était que 24. Il dit, ça, c'est ta conclusion.
D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, quand Ouma Sombo, après avoir terminé tout ça, il est gardé en Belgique. Tu crois qu'il est gardé pour sa beauté? C'est parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il ne peut plus revenir ici. Pourquoi il ne peut plus revenir au Congo? Non, mais il a assisté et il a participé à l'enquête sénatoriale belge sur l'assassinat de Lumumba. Il est interdit de mettre ses pieds. Pas interdit. Pas interdit. Non, parce qu'il vient de temps en temps enseigner ici. Mais il ne peut plus rester ici. Il est gardé là-bas au musée de Tervuren où il a du travail. Mais ici, il est professeur. Avec un salaire séducteur. Voilà. Non, les Belges n'ont jamais donné à quelqu'un un salaire séducteur. C'est des gens... écoutez, Fabien, nous parlons de notre pays. J'ai dit tout simplement que nous devons parfois dire à nos enfants dans quelles conditions, comment Lumumba a été tué. Vous savez, Lumumba a été tué, on a tiré sur lui, on a trouvé 60 douilles. 60 douilles. Et on l'a enterré. Les matins, les Belges sont rentrés vite. Comme il y a eu beaucoup de pluie, ils ont trouvé un de ses pieds dehors. Ils ont dit, ah, il était en train de fuir. C'est le diable. Il était en train de ressusciter. Ils l'ont déterré. Ils l'ont déshabillé. Ils ont commencé à les découper en petits morceaux. Ça a pris toute une... Quand Souhaite fait le témoignage, ça fait toute une journée. Il y a même eu des pluies, mais ils ont continué à les brûler. Comme ce n'était pas suffisant, ils l'ont mis dans l'acide sulfurique qu'on a amené de la gécamine. Et là, il n'est resté plus rien du tout. Et il a gardé la dent, il dit, c'est une dent en or. Il a gardé, il dit, je garde cette dent parce que si ce diable se réveille, il n'aura pas une dent. Au moins, il n'aura pas une dent. Vous vous imaginez? Donc, quand vous voyez la puissance, la cruauté, de la cruauté qui a été mise en marche. Au niveau de la méchanceté. Oui, vous vous dites, c'est tout ce que le blanc ici ne porte pas dans leur cœur. Et nous aussi, nous les aimons. Tout le blanc le savent. Bon, et nous aussi, nous les aimons. C'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde. Mais écoutez, c'est culturel chez eux. C'est culturel. Peut-être parfois vous rencontrez quelques blancs qui vous disent bonjour, vous riez. Mais dans son fond, ils vous regardent comme ça, là. Non. Nous devons nous-mêmes aussi cultiver cette haine-là. Non. Nous devons nous réveiller. La haine ne peut pas résoudre, la haine contre la haine ne peut pas résoudre le problème. Tu parles comme une Bible. Nous pouvons surmonter la haine par le bien. Mon frère, tu parles comme une Bible. Regarde aujourd'hui la guerre qui s'est, en 100 jours, les Juifs ont tué 30 000 Palestiniens. Et les gens regardent. 30 000 en 100 jours. Et chaque fois qu'on dit arrêtez, arrêtez la guerre, c'est, vous voyez, les gens parlent avec une arrogance incroyable. C'est-à-dire que même la guerre qui se mène chez nous ici ne s'arrêtera pas parce qu'il y aura une bonne volonté, non. Professeur Emmanuel Kabongo, Freddy Mulumba. Nous devons apprendre à gérer la guerre. Alors. Et jusqu'à présent, cette guerre a été très mal gérée par les pouvoirs publics. Voilà. Est-ce que nous nous approprions l'histoire? Vous sentez qu'il y a des révélations qui n'ont jamais été données dans les livres? Et la plupart de nos historiens écrivent sous la dictée, soit de la coopération technique belge, soit de la coopération, par exemple, développement de l'agence pour le développement de l'Afrique, l'agence française. Même les Belges même viennent ici pour écrire notre propre Freddy Mulumba, pourquoi nous nous approprions au XXIe siècle pas l'histoire? C'est vous qui avez la parole. Professeur, je vais revenir à vous. Je pense que les problèmes politiques, parce que l'histoire s'enseigne à l'école, ce n'est pas dans la rue. En fait, il y a un complot pour qu'on puisse pas avoir notre mémoire. Vous êtes un peu pratique. On vient de commémorer la mort de l'assassin de Musée et de Lumumba. Dites-moi combien de livres ont été publiés. Deuxième élément. Est-ce que les enfants qui étudient aujourd'hui connaissent cette histoire? Vous allez demander à tous ces politiciens qui font la politique. Ils ne peuvent pas vous raconter ce qui passe en 60 avec Lumumba. Donc ça, moi, je dis, c'est notre responsabilité. Personne ne nous empêche. Et là, en Angola, les Angolais, ils se sont battus pour leur indépendance. Ce sont des peuples conscients. En Angola, l'histoire est très importante, sauf chez nous.
C'est fade. C'est parce que quand on n'a plus de mémoire, on n'a pas d'histoire, on n'a plus de repères. On commet les mêmes erreurs. Et si nos enfants apprennent la véritable histoire, je vous dis, ça va faire la révolution. Que faire? On casse les universités. On dit aux gens, n'apprenez pas l'histoire. On casse aussi les médias. Regardez les programmes de nos médias. D'abord, les réseaux sociaux nous amènent au lieu des penseurs, ce sont les influenceurs et les influenceuses. Les TikTok avec des merveilleuses africaines et congolaises qui vous dansent à peine habillées, on peut dire dénudées, et c'est tout ce qu'on consomme, abrutissant, avilissant, même toxique. Alors, les penseurs disparaissent de la scène. D'abord, j'ai dit, les penseurs sont responsables d'un côté, mais aussi des hommes politiques. Pourquoi les penseurs sont responsables? Je pense qu'aujourd'hui, il y a la liberté. TikTok est pour tout le monde, Facebook, les réseaux sociaux. Donc, chacun est libre d'utiliser ces médias sociaux. Tu vas voir, moi j'ai ouvert un forum de Renaissance africaine. Beaucoup de professeurs sont dedans. Beaucoup d'intellectuels, des militaires, des diplomates. Mais il n'y a pas un débat de fond. Tout le monde fuit. Voilà pourquoi les médiocres émergent. Freddy Mulumba Kabouayi, comment allons-nous nous approprier? Justement, encore une fois, je reviens à cette préoccupation, l'histoire de ce pays avec cette élite. Cette élite, apparemment, qui est en train de laisser la place à la platitude. Et la platitude trône en maître ou en maîtresse sur la place publique, occupe les réseaux sociaux, les médias et autres. Et finalement, c'est comme si nous voulons une chose de son contraire. La démission des instruits. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, je pense qu'il faut voir ces problèmes sous un angle d'abord politique. Il faut qu'au niveau de l'État, qu'il y ait une politique de communication nationale. Ça n'existe pas. On a beaucoup de farfelus qui deviennent des ministres de la communication, mais qui n'ont d'abord aucune vision sur les médias publics, aucune vision sur les médias privés. Tout doit être organisé et construire un discours, un contenu pour la défense de la patrie, ou bien pour la construction de notre nation. Ça n'existe pas chez nous. Ça, c'est du côté de l'État. Mais du côté des intellectuels, aujourd'hui, hier, on disait qu'on n'avait pas la chance d'accéder aux médias, tout était censuré. Maintenant, avec les réseaux sociaux, la liberté est là. Mais vous verrez que dans les réseaux sociaux, ceux qui parlent sont des influenceurs et non des penseurs. Je voudrais prendre un cas très précis. Nous, on a imposé dans ces pays les discours de la lutte contre la banalisation. On était 3. Professeur Kabongo, moi et prof Bioya. Paix à son âme. Moi, j'étais DG de Télé 7 et de groupe de presse Les Potentiels. On avait des instruments. La télévision et les journaux. On a pris, je dirais, au moins 10 ans de travail de fond. Aujourd'hui, tout le monde commence à parler de la balkanisation. Ça ne vient pas d'en haut. Ça a été un travail fait. Et ça nous a coûté beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Mais ce n'est pas l'État congolais qui nous a demandé. On l'a fait parce que c'est le travail des intellectuels, le travail des penseurs, penser la société, critiquer et montrer la voie à suivre. Mais les grands drames, c'est au niveau de l'État, nous avons des élites de mercenaires. Que ces élites ne portent pas les intérêts ou bien l'âme du Congo. Ce sont les élites qui travaillent pour les intérêts étrangers. Donc les élites ne peuvent pas travailler pour que la nation soit construite. Voilà les problèmes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Véritable défi. Professeur Kabongo Malou, le travail, on sent que les intellos, les instruits sont fatigués, découragés, mais l'école elle-même, quel est le contenu des cours
après les fameuses réformes Ouais. qui nous ont produit 7e et 8e au lieu du cycle secondaire. C'est ça. Professeur Kabongo. Oui. Et les enfants, dans leur foyer, ils ont les médias des Occidentaux qui, si vous voyez, chaque famille a au moins les antennes de ces médias dans la maison. Oui. Et vous voyez tous ces programmes qui conditionnent le comportement du Congolais. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Oui, écoute, le problème des élites ne se pose pas aujourd'hui. La colonisation belge elle-même avait pour but justement de ne pas avoir des élites. Les Belges disaient pas d'élite, pas d'emmerdement. Et c'est ainsi que nous sommes le seul pays en Afrique noire à avoir eu une université à la dernière heure. Alors que tous les pays africains, le Sénégal, même le Congo, avaient déjà des universités, des universitaires. Nous, on n'avait même pas l'université. Et quand vous voyez le programme qui était proposé aux enfants congolais dans les années avant l'université, mais c'était un programme tout à fait cachététique, c'est-à-dire on fait la catéchèse, la menuiserie et tout ça, tout ça. Et même quand on a créé l'université en 1954, 10 ans après, en 1964, quand Mabika Kalande publie la base de la décolonisation mentale. La remise en question base de la décolonisation mentale. C'est ça. Un livre encore d'actualité. Hein. C'est ça. Il traite tout un chapitre. Il fait ce qu'on appelle un bilan de l'université congolaise 10 ans après. Et ce qui est écrit là, que vous pouvez prendre dans n'importe, dans son petit livre là, vous allez regretter. C'est-à-dire même l'université elle-même a été gérée de sorte qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, qu'il ne produise pas des élites. 10 ans après notre université, l'université Lovanium ici n'avait produit que 33 universitaires. Et il faut compter aussi des prêtres et des théologiens. Donc, l'université ici produisait plus de gens qui venaient de l'Europe, donc des gens qui venaient faire la médecine tropicale et tout ça. Mais ici au Congo, l'université n'avait pas produit. Vous vous imaginez 10 ans, même pas 100 élites, même pas 100 diplômes pour le Congo. Il faut le lire, c'est écrit dans le livre. Donc, cette colonisation-là avait pour but justement de bloquer. Et même après, tous les universitaires qui étaient produits en ce moment-là, au compte-gouttes, leur utilisation a été une utilisation morbide, c'est-à-dire on les plaçait juste à côté des petits blancs et ils ne servaient que comme serviteurs des petits blancs. On n'a pas créé des universitaires pour la créativité, pour réfléchir sur les problèmes locaux. Parce que dans des matières, ça n'existait même pas. Des programmes dont tu parles tout à l'heure, ça n'existait même pas. Et c'est ainsi que Mabika, dans ces années-là, on dit qu'il faut africaniser les études. Il faut que les problèmes congolais soient traités dans nos programmes, que ce problème soit introduit dans nos programmes. Ce qui a été fait, mais peut-être aussi mal fait parce qu'on n'a pas introduit suffisamment l'histoire. Au jour d'aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est parce que les Congolais n'aiment pas le Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur pays, ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur géographie. Vous êtes sûr que les Congolais ne connaissent pas leur pays? Mais où il y a dans le subconscient collectif des germes qu'on nous a introduits, qui font que nous soyons tous instruits. Écoute, Fabien, et pas peuple. Nous nous comportons comme des mercenaires dans notre propre pays. Il faut dire que notre pays était, chez nous, il y avait la possibilité de la corruption était trop évidente. Parce que les gens n'étaient pas bien formés. Je vous l'ai dit, avant les années 50, tout ce qu'on avait comme formation, c'était vraiment lacunaire. Il n'y avait rien. Je crois qu'il y a Keng qui a fait une thèse là-dessus. Il n'y avait vraiment rien. La meilleure formation qu'on pouvait trouver, c'était dans les petits séminaires, mais qui recevaient très peu de gens. L'université elle-même a été construite très tardivement et elle n'a pas produit. 10 ans après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mabika Kalande s'est plaint. Ils disent, mais comment est-ce que nous avons mis autant d'argent dans l'université et on n'a pas vraiment du répondant, on n'a pas produit suffisamment d'universitaires. Vous parlez de 10 ans, professeur Kabongo. Nous sommes déjà là, 10 ans après
Là, je me réfère à Wodi. Disons, maintenant, c'est 64 ans. Oui. 64 ans après. Oui. Est-ce que la faute, c'est toujours aux Belges? Non. La faute n'est pas... À qui la faute? Oui, mais écoutez, ce sont des... Vous savez... On ne s'approprie pas notre histoire. On n'aime pas notre pays. Il y a des choses on se comporte en petits mercenaires. On veut être des petits relais du Rwanda ou d'autres nations pour déstabiliser notre pays. Nous avons connu une gestion néocoloniale. C'est-à-dire, ce sont les Belges là, les Américains, qui validaient tous nos dirigeants. Mobutu n'est pas venu lui seul. Ce sont des Belges qui l'ont validé. Et qu'est-ce que Mobutu a fait aujourd'hui? C'est l'université est tombée en désuétude. Quand Mobutu prend les pouvoirs en 65, 2 ans après, il enlève dans la Constitution. Parce que dans notre Constitution, il y avait toujours les études de base étaient gratuites et obligatoires. Mais en 67, quand il introduit sa première Constitution en 67, Mobutu enlève la gratuité de l'enseignement de base. Et quand nous avons dans les années 80, vous étiez déjà un grand garçon, vous avez vu comment il a pris par la voix du cardinal Léchou, son frère, il dit Mobutu, bon, les sociétés, papa, tu vas enseignant. Dès ce moment-là, c'était fini, l'enseignement primaire et secondaire était fini. Donc, il faut dire que les dirigeants qu'on nous donnait, qui étaient validés par l'Occident, ne venaient pas tout simplement ici pour voler, parce que j'ai vu les Américains qui disaient que nous savions que Mobutu volait de l'argent, mais pour nous, nous considérions ça comme une prime de la guerre froide. Donc, tout ça, c'est fait. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Au jour d'aujourd'hui, je crois que nous avons un pouvoir d'État qui est sensible, n'est-ce pas, à la cause nationale. Nous devons mettre les problèmes sur la table, à savoir, il faut historiciser les enseignements congolais, c'est-à-dire introduire l'histoire nationale comme une discipline obligatoire dans les enseignements. Voilà. La géographie nationale, la faune nationale, parce que vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. De deux, parce que c'est le plus important. Je rappelle ici. On nous enseigne l'histoire de l'Europe occidentale. Bon, c'est incroyable. Alors que quand vous arrivez en Europe, même aux États-Unis, et même ne connaissent pas situer la carte sur la carte, la RDC. C'est ça le problème. Deux, Tshisekedi a été élu massivement. Mais je crois que ce mandat porte en lui-même un grand message, un cahier des charges. C'est d'éliminer, d'arrêter cette guerre de l'Est. Comment l'arrêter? Cette guerre de l'Est nécessite au jour d'aujourd'hui une gestion performante de cette guerre. Il faut rendre attrayante l'armée. Dans tous les pays du monde qui ont des problèmes de guerre, l'armée, c'est le seul espace qui gère la guerre. Mais il faut rendre l'armée attrayante. Aux États-Unis, par exemple, tous les enfants qui quittent l'université pour aller dans l'armée, dès qu'il a fait 1 année, 2 ans dans l'armée, dès qu'il rentre, l'État prend en charge ses études. Quand tu vas dans l'armée, 1 année après, l'État te donne ce qu'on appelle la carte universelle de soins médicaux. Quand tu vas dans l'armée, après 5 ans, 6 ans, l'État te paye un appartement. Donc, nous devons discuter des conditions attrayantes pour faire de notre armée, qui est l'espace de sécurisation collective. On ne peut pas continuer, au jour d'aujourd'hui, à payer un militaire moins qu'un huissier, et puis à croire que ça va faire... Non, il faut... Et puis, nous devons en parler. Voilà, les conditions... Parce que nous avons une guerre qui est dans nos frontières depuis 30 ans. Et nous avons des ministres des communications, des ministres de la jeunesse, des ministres des sports, qui ne parlent que des choses futiles, alors qu'on devrait tous se mettre pour dire aux gens, aux Congolais, que cette guerre qui vient là-bas, c'est une guerre, ce n'est pas une guerre de domination, c'est une guerre de domination et de mépris. C'est-à-dire des gens, les Rwandais, les Tutsis, qui sont assis chez eux et disent que les Congolais, nous sommes 120 millions au jour d'aujourd'hui, ne méritent pas cette terre-là, ne méritent pas cet espace-là. Donc nous là, nous ne sommes pas à leur niveau. Et là, nous dépassent. Nous devons expliquer à nos enfants que si nous laissons ces gens-là venir ici, on va nous retrouver, nous là, enterrés, d'autres en train de laver les pieds de Rwandais, de ceci. Il faut l'expliquer à nos enfants que derrière le Rwanda,
il y a l'Amérique. Ce contenu-là n'est pas à l'école. On ne le dit pas dans nos écoles. C'est pas pourquoi on a peur. Nous devons faire, Merci. Freddy, recommencer nos conférences dans des universités, récompenser nos conférences dans des écoles pour expliquer aux enfants. Merci. Il n'y a pas, la conscience on la crée, on l'éduque, on la forme. Voilà. Professeur Kabongo, vous l'avez bien dit. Freddy Mulumba, vous l'avez suivi. Les conditions au sein de nos forces armées et de la police doivent être attrayantes, même séductrices. Ça, c'est très important. Et puis, de manière à ce que ce soit entrer dans l'armée deviendra une fierté nationale. Entrer dans l'armée, ce n'est pas un sacrifice. Voilà. C'est une fierté. Voilà. Colette Bachmann, parce que nous parlons justement des défis qui attendent Félix Tshisekedi Tshilombo, dont la prestation des serments intervient le samedi au Stade des Martyrs, en présence de plusieurs invités, plusieurs délégations, plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Freddy Mulumba, Colette Bachmann, qui a l'autre casquette, au-delà des journalistes et écrivains, dit « Sauf si un miracle de la diplomatie réussissait à calmer les jeux, une nouvelle guerre régionale est à craindre. » Après le temps des félicitations, les pays amis du Congo devraient, de toute urgence, recourir au levier de la diplomatie pour prévenir un embrasement régional. Ça vous inspire quoi déjà, alors qu'on parle de la force de la SADC sur le terrain, celle de la communauté est-africaine est venu ici et a déçu tout le monde. C'était des touristes aventuriers militaires. Alors, Colette est en train de prévenir déjà? Oui, je pense que dans les milieux hauts, chez eux là-bas, ils savent que Kagame est fini. On ne peut pas avoir deux lions dans une même forêt. Ça signifie que, comme Félix... Deux lions qui ne sont pas indépendants, c'est toujours des lions au service de l'Occident, la CIA, et manipulés pour pouvoir maintenir l'Afrique des Grands Lacs et l'Afrique centrale sous la domination donc occidentale. Freddy Mulumba, vous parlez de quels lions? Les lions domptés, les lions Babokoli? Édentés. Oui, édentés, surtout ça. Voilà. Non. Ce qui est vrai, le discours de Félix a fait peur à tout le monde. C'est la toute première fois que Kagame est déstabilisé. Et qu'on lui dise en face, il faut qu'il parte. Kagame... Ceux qui ont fabriqué Kagame et qui l'utilisent, ce sont eux qui déstabilisent le Congo. En quoi ça vous surprend? Apparemment, ça vous surprend. Ça ne me surprend pas. Je dis ceci. Les autres ont eu peur d'avoir Félix durant cette campagne dire que Kagame doit partir. Ce n'est pas Kagame qui est le patron. Kagame n'est qu'un négrier d'état moderne. On l'a mis là-bas pour venir piller au Congo et tuer le Congolais. Mais les parrains ne veulent pas accepter que Kagame parte comme ça. Voilà pourquoi Colette a fait cet article. Parce qu'on Félix est déterminé. Le Congo, c'est une puissance. Kagame finira par partir. Maintenant, ils sont embarrassés. Kagame, c'est le fidèle des fidèles. Mais Félix est à la tête d'un grand pays. On a besoin de richesses. Un grand pays qu'on veut couper en petits morceaux. Ils ont besoin de richesses. Kagame est à la tête d'un petit pays qui n'a rien dans son sous-sol, mais qui signe des accords avec d'autres nations, d'autres multinationales sur des matières. Mais c'est là où vous devez comprendre. Sur des matières critiques. Freddy Mulumba. C'est ça que j'ai dit que nous ne comprenons pas. Nous sommes dans un monde très violent, dans un monde d'intérêt. Tout est question des rapports de force. Et quand vous prenez seulement l'histoire du capitalisme, l'Occident a construit ses richesses sur base de manière des Africains. Nous restons dans ce paradigme de l'Occident capitaliste, fort, riche. Il a l'armée. Mais les choses sont en train de changer sur le terrain. La Chine, c'est aujourd'hui la première puissance économique. La Chine a détrôné les États-Unis. Et vous voyez
non seulement la Chine, il y a la Russie qui se positionne 5e puissance économique mondiale. Alors qu'on donnait la Russie pour... pendant la guerre ici, on disait c'est fini pour la Russie parce qu'il y a beaucoup de sanctions votées par l'Occident. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, le BRICS, à lui seul, il a et la Chine et la Russie. Le Japon se positionne 3e. Alors, pourquoi continuer toujours à se faire bercer par l'Occident qui est en train de connaître la décadence? Les grands penseurs le disent, l'Occident est en train d'échouer. Freddy Mulumba. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas là dans une logique dépassée? C'est ça la naïveté des Africains, de penser que la Chine, la Russie, c'est différent de l'Amérique. Ce sont des grandes puissances. Ils sont là pour les propres intérêts. Je te prends un exemple précis. Un cas d'histoire, l'Angola. L'Angola était soutenu par l'Union soviétique. L'Union soviétique était en conflit avec l'Amérique. Mais il y avait la ligne rouge, on ne pouvait pas franchir. Quand l'Angola avait besoin des armes, l'Union soviétique donnait. Mais on ne donnait pas tout à l'Angola. C'est quand Castro a pris une décision, sans consulter la Russie, que la guerre en Angola, que l'Angola, au moins que l'MPLA a gagné. Parce que Castro n'a pas demandé des comptes à l'Union soviétique. C'est pour te dire que les grandes puissances, ils coopèrent quelquefois pour les propres intérêts. Oui, même qu'on ne soit pas naïf. Coopèrent avec l'Occident, mais ils ont des divergences au niveau de ce nouvel ordre mondial. Pour les uns, il est unipolaire, et pour la Russie, il doit être parce qu'en cas de problème, oui. Poutine peut appeler en Amérique, il se parle là. Ils ne vont pas mourir pour vous. Parce que leur problème, c'est leurs propres intérêts. Ça, moi, j'ai dit, nous devons être un peu très conscients. Tous les Africains noirs, hein, je vois ce qui se passe au Mali, les gens sont contents. Mais il y aura un temps où l'Amérique et la Chine et la Russie vont s'entendre pour reconfigurer les frontières africaines. C'est là où nous partons. Donc, au lieu de compter sur les autres, nous devons commencer à compter sur nous. Regardez les pays comme les pays asiatiques. Ils se sont battus. Les Vietnam, les Américains sont battus jusqu'à ce qu'ils ont fui. La France était là-bas. La France a fui. Donc, il faudrait créer, je dirais un peu, une autre conception, une autre vision du monde chez les Africains. La Russie a fui en Afghanistan. Donc, on ne peut pas compter sur une grande puissance, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Nous devons commencer à compter sur nous-mêmes. C'est comme ça qu'un peuple se construit. Mais nous avons une culture d'esclaves. Nous pensons que les gens viendront mourir pour nous et vous êtes là pour danser et boire. C'est être esclave. Et la Russie est en République centrafricaine. Et là, le Rwanda ou l'armée rwandaise sécurise Touadéra. Alors, vous sentez ce qu'il y a. Kagame se rapproche de Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville pour pouvoir apporter un appui lorsqu'il y aura succession au niveau de la famille. Freddy Mulumba. Pour attaquer le Congo. Alors, pour attaquer le Congo, oui, mais la RDC, quoi. Justement, pour attaquer la RDC. Justement, est-ce qu'à Kinshasa, au-delà de la danse, au-delà des TikTok, au-delà des maboké, au-delà de recherche des pouvoirs, des postes, au-delà des discussions oiseuses autour de Ali Moussouni-Nanga, il a bouffé ma part, est-ce que nous sommes conscients? On termine par là. Vous terminez et professeur Cobb, on conclut. C'est une chance unique aujourd'hui qu'on doit saisir. Félix a eu son pouvoir de la population. Ça ne vient pas des étrangers. Donc, ce n'est ni l'Amérique, ni la Russie, ni la Chine qui ont mis Félix au pouvoir. Nous devons saisir du pouvoir de Félix pour construire une puissance. Ça signifie que le moment est arrivé, que les meilleurs d'entre nous, avec Félix, se mettent en place, se mettent ensemble pour construire un Congo puissant. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Il va construire avec qui? Non, comment? Nous sommes tous là-bas. Nous sommes tous là, non? Mais maintenant, il faut choisir les meilleurs d'entre nous. Ça signifie qu'il faut de l'autre côté aussi qu'on s'impose
On ne peut pas accepter les pays comme les nôtres. Les Ngobila volent l'argent. Les autres, les ministres volent. Vous vous taisez en commençant par la presse. Parce que ne pensez pas que Félix va le faire seul. Il faudrait que nous tous nous participons. Nous disons, si demain quelqu'un a volé, on est journaliste, dans un papier, on fait un papier, ou bien on donne l'information à la télévision, on demande à la justice de les suivre. Si le juge ne les fait pas, ou bien les magistrats ne les font pas, on va poursuivre les magistrats. C'est pas comme ça dans la société pour que ça puisse changer. Sans ça, Félix peut avoir la bonne volonté, rien ne changera. Professeur Kabongo, oui, votre conclusion. cher Fabien, il faut que vous sachiez que la RDC n'est pas le seul pays au monde à être harcelé par les grandes puissances. Non, c'est faux. Il y a des pays comme l'Iran. Vous voyez que ce que l'Iran a fait. Il y a des pays comme le Vietnam. Tous ces pays-là, il y en a beaucoup qui sont harcelés. Même, vous avez vu comment les grandes puissances ont détruit la Libye. Vous avez vu comment les grandes puissances ont détruit l'Irak. Donc, comme dit Freddy, nous devons... Elles ont fragmenté le Soudan. Soudan. Vous avez vu comment le Soudan... Et aujourd'hui, la cible actuelle, c'est la RDC. Vous avez vu comment le Soudan est déjà découpé en Sud-Soudan, Soudan et Darfour. On veut encore couper le Soudan, là. On veut les découper. Toute la guerre que se font les généraux, là, c'est pour tuer le Soudan, les tuer encore plus. Ah, on va encore regardez, morceler le Soudan du Nord. Vous regardez comment un grand pays comme le Nigeria, la grande puissance africaine, le Nigeria que vous voyez là, a un problème sur une partie de son territoire qui est occupé par Boko Haram, où l'armée n'entre pas dedans. Donc, les grands pays africains subissent au jour d'aujourd'hui des pressions telles qu'ils soient découpés en morceaux. Et ces pressions-là, nous les savons, ça vient des États-Unis d'Amérique. Comme ils ont raté en Iran, ils sont ici depuis toujours. Nous devons, nous, Congolais, nous construire une forte identité nationale. Parce que quand vous avez une forte identité nationale, vous êtes capable de vous défendre et de vous protéger. Et pour défendre l'identité nationale, il faut connaître notre histoire, notre géographie, notre faune pour notre pays. Mais nous pouvons faire tout ça avec cette guerre qui est tombée, comme dit Freddy Mulumba, avec cette guerre que nous avons en face ici. C'est une occasion pour justement construire cette forte identité en se battant. On ne peut pas continuer à croire que nous allons aller dans les universités alors que les universités ici peuvent être prises demain par les Rwandais. Commençons par là. Prenons des dispositions pour que nos enfants, nous tous ici, on a fait une loi sur la réserve, sur les réservistes. Nous sommes des réservistes. Il faut qu'on mette des mesures d'application. Il faut qu'on puisse dire aux étudiants, mes amis, vous n'allez pas y aller à l'école jusqu'au tard dans la nuit. L'armée est là. Allez-y, faites votre travail. Nous devons construire une force. La force ne se construit pas dans la division. C'est pour cela qu'il faut regarder. Justement, ce que vous dites est bien, mais nous continuons à apparemment faire appel aux étrangers. Après les Est-Africains, c'est... Le président Tshisekedi va prêter serment samedi. Et la semaine qui suit, nous allons nous mettre ensemble, nous allons nous mettre dans la rue pour lui dire ce qu'il faut faire. Parce que c'est le peuple qu'il a élu. Tu l'as dit tout à l'heure, avec un pourcentage très élevé, comme celui que Etienne Tshisekedi a veillé à la conférence nationale, il faut le rappeler toujours. Il a élu avec un cahier des charges bien formaté. Mettre fin au désordre de l'Est. Et ces désordres de l'Est-là ne vont pas finir avec les armées étrangères, comme l'a dit Freddy tout à l'heure. Les désordres de l'Est ne vont pas finir avec une armée congolaise inféodée à mort par les Rwandais, les Burundais qui occupent des postes importants. Nous, le peuple congolais, nous, notre propre armée, nous, nos militaires, nous savons identifier les étrangers qui sont dans notre armée pour leur dire, messieurs, rentrez chez vous. Il faut que nous soyons quand même en mesure, à un moment donné, de fermer nos frontières avec les Rwandais, de dire que la guerre ici, nous allons la faire. Il ne faut pas attendre que... Vous allez prendre la place des services compétents, des institutions compétentes? Non, ces choses-là ne se font pas parce que le président de la République a pris un café, il s'est réveillé de bonne... Non, c'est la pression populaire. C'est le peuple ici qui s'est réveillé, qui dit, mais notre cahier de charges là n'est pas respecté. Comment nous allons faire?
Nous allons l'obliger, nous allons discuter, nous allons marcher dans la rue, non pas pour qu'il parte, mais pour qu'il applique ses cahiers de charges. Nous n'avons pas besoin, nous n'allons pas. Et puis, je crois que le président Tshisekedi l'a compris parce qu'il l'expliquait quand il a été élu président de l'Union africaine. On l'a vu en train de discuter avec les pays africains pour leur dire que non, faites attention. La guerre qui est contre moi là, c'est la guerre qui est contre vous tous ici. Donc, il doit reprendre ces bâtons-là pour expliquer à tous les pays africains ici. Faire attention. La guerre qu'on mène ici, on mène la guerre contre ce que Franck Fanon a appelé la gâchette. Dès qu'on a détruit la RDC, dès qu'on a découpé en petits morceaux, c'est fini, l'Afrique ne décollera jamais. En fait, la guerre qui est menée aujourd'hui contre la RDC est menée contre l'Afrique, contre l'avenir de l'Afrique, contre la renaissance africaine. Et les Africains doivent comprendre, je vois les gens qui font du panafricanisme, des bas étages et tout ça, tout ça. C'est ça les panafricains, comprendre les enjeux. Et puis, nous mettre ensemble. Et je crois que nous avons un président de la République qui est de caractère national, qui peut vraiment négocier et faire une grande armée et nous permettre, nous tous ici, de nous battre. Merci, professeur Emmanuel Kabongo. Merci. Malou, je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous enseignez la philosophie et le journalisme, vous êtes écrivain, penseur également, vous-même journaliste, il faut le dire. Freddy Moulumba Kaboy, merci. Journaliste, politologue, écrivain, vous restez, c'est pas, vous avez, en fait, c'est pas les élections qui vous ont fragilisé, c'est le combat qui continue pour la vraie libération de ce pays et de ce peuple. Ça a été un partage ou un échange républicain et non pas un débat contradictoire. Kabila, Lumumba nous ont inspirés. Je crois que ce sont des grands hommes parmi tant d'autres qu'on a dans ce pays. Ce qu'ils ont dit doit également guider nos pensées, notre réflexion, notre raisonnement. À très bientôt pour un autre numéro sur votre chaîne. Portez-vous très bien. Au revoir.